Jack Dempsey, George Carpentier, Gene Tunney, Max Schmeling, Primo Carnera, Max Baer, Joe Louis, Rocky Marciano, Floyd Patterson, Sonny Liston, Cassius Clay, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson. Poids lourd, champion du monde, Dieu vivant, empereur déchu, le champion devient l'emblème de tout un peuple et sa vie d'ombre et de lumière dessine les contours de son époque. Levé de rideau. Cet homme, c'est Jess Willard, dernier champion du monde d'avant-guerre. Il se rend à Toledo, Ohio, où pour $100 000, il s'apprête à affronter titre en jeu la nouvelle terreur des rings, Jack Dempsey, dit le Tigre de Manassas. Lorsque Jess Willard se présente sur le ring en se pavanant, il y a 30 kilos d'écart entre le champion du monde, homme arrivé qui joue aussi les cow-boys au cinéma, et Jack Dempsey, l'ex-mineur et boxeur forain. Dès le premier round, et pour la première fois en 8 ans de carrière, Jess Willard va au tapis. C'était encore l'époque où l'on ne devait pas gagner un coin neutre pendant que l'adversaire était compté. À peine relevé, le martyre continue pour le cowboy désarmé du Kansas. Après cette raclée phénoménale, à l'appel du 4e round, l'ancien champion du monde abandonne devant la nouvelle étoile des rings. Jack Dempsey n'est certes pas la première vedette de la boxe. Avant lui, il y eut Corbett, Fitzsimmons, Jeffries et le grand Jack Johnson. Mais il en deviendra incontestablement la première star. Dempsey a pulvérisé Jess Willard le jour même de la célébration de l'indépendance américaine, une semaine exactement après la signature du traité de Versailles, qui marque le début d'une ère nouvelle. C'est le début des années folles. Les Alliés ont gagné la guerre. Maintenant, à l'aube du miracle économique américain,
Ils deviennent concurrents et vont pouvoir rejouer à la guerre en opposant Jack Dempsey, le tigre de Manassas, au Français Georges Carpentier, brillant boxeur à la carrière déjà longue, connu partout en Europe et parfait représentant du vieux monde. C'est tout au moins le scénario imaginé par l'ingénieux organisateur Tex Rickard et l'entourage du champion américain. En France, on parle déjà d'une nouvelle bataille de la Marne. Georges Carpentier, simple mi-lourd, inférieur en poids et en allonge, s'élance courageusement contre l'allié d'hier, devenu l'ogre d'aujourd'hui, en la personne de Dempsey. Follement populaire, acteur chéri de ces dames, l'homme à l'orchidée a été de surcroît un authentique combattant de la Grande Guerre, alors qu'on pardonne difficilement à Jack Dempsey de s'être défilé. Même en Amérique, on espère bien que la grâce du Français, sa technique supérieure, sa science du ring, viendront à bout du tigre de Manassas, demeuré à l'écart de la guerre et devenu pour l'occasion simple mouton noir. Ce 2 juillet 1921, 90 000 spectateurs attendent dans l'arène de Jersey City l'arrivée des deux boxeurs pour ce premier match de l'histoire à plus d'1 million de dollars. Devant le nombre de spectateurs et l'immensité de la recette, Tex Rickard et Jack Kearns, le manager du champion américain, qui ne veulent pas tuer la poule aux œufs d'or, ont demandé à Jack Dempsey de ménager le petit Frenchie et de faire durer le spectacle. Pour la première fois aussi, la communication médiatique se fait transatlantique. 200 000 personnes attendent à Paris, massées place de la Concorde, un résultat que les ondes TSF d'Édouard Branly doivent annoncer à la France. Carpentier est sans doute le favori des foules, mais malgré tout, l'Amérique va aimer Dempsey. Cette façon qu'il a de toujours avancer sur l'adversaire, ramasser sur lui-même, tête penchée en avant, sans jamais reculer. Elle aime son style, tout en action, tandis que le Français, fidèle à sa tactique, s'accroche avant de se dégager en tournant autour de son adversaire, préparant sa célèbre droite, sa meilleure arme. Mais au premier round, il est déjà en sang. Aucun expert n'a parié sur le Français. Pourtant, au deuxième round, celui-ci touche le champion américain qui chancelle, tandis que la foule se lève comme la mer sous la houle. Dès lors, c'en est fini du Français. Dempsey, ne voulant plus prendre de risques, décide de l'abattre. Après sa victoire contre Carpentier, et après avoir disputé encore 2 championnats du monde, Dempsey est happé par les studios de cinéma et Broadway. Il voyage aussi en compagnie d'autres poids lourds, ceux d'Hollywood, tels David Griffith. Il épouse l'actrice Estelle Taylor, avec laquelle il visite le vieux continent, en ce milieu des années 20 où l'Amérique se tourne encore vers l'Europe. Mais tandis que Dempsey semblait mettre une parenthèse à sa carrière, surgit Gene Tunney.
Tenay conduit avec soin sa campagne pour le titre suprême. Homme de la nature par excellence, malgré ses origines new-yorkaises, cet ancien poids mi-lourd comme Georges Carpentier est le premier boxeur adepte d'un entraînement scientifique et complet. Il innove, alternant entraînement en salle et séjour au grand air, où il n'hésite pas à faire le bûcheron. Hygiène de vie et observation scientifique de ses adversaires à travers l'étude de leurs matchs filmés, telles sont les meilleures armes d'un homme qui veut aussi soigner sa publicité. C'est ce nouvel adversaire, à l'opposé de lui-même, que va affronter Jack Dempsey lorsqu'il remonte sur le ring pour la défense de son titre après 2 ans d'absence. Au début, Gene Tunney paraît quelque peu inquiet. Il a le sentiment que Dempsey veut littéralement le tuer. « Je n'avais jamais eu pareille impression avec aucun autre boxeur », avoua-t-il plus tard. Mais au fur et à mesure des rounds écoulés, le jeune challenger prend peu à peu confiance en lui et l'ascendant sur un adversaire désormais fatigué, qui n'est déjà plus lui-même. Le fair-play de Dempsey, se précipitant pour féliciter son jeune adversaire, émeut l'Amérique. Tandis que même après sa victoire, Tunney n'est pas populaire. Certes, il est acclamé à New York, sa ville natale, mais pour le reste du pays, il est celui qui a abattu l'idole. On le considère comme un snob. Ses prétentions intellectuelles, sa fréquentation des grands écrivains du moment, Bernard Shaw en tête, agacent. Tunney, c'est aussi l'homme moderne par excellence. Mais quitte à aimer un seigneur, le public lui préfère Charles Lindbergh, qui le 20 mai 1927, pour la première fois, traverse l'Atlantique, avant de poser le Spirit of St. Louis au Bourget, sous les acclamations d'une foule parisienne en délire. Les Américains le vénèrent comme un dieu, de même qu'ils aiment Dempsey, dans les vertus combattantes duquel il se retrouve. Ce jour-là, Gene Tunney, outré par le traitement qui lui est réservé, se jure à l'avenir de faire payer encore plus cher le droit de le siffler aux 100 000 spectateurs qui ont déjà laissé une recette de 2 600 000 $ au guichet. Au 7e round, Dempsey, avançant toujours comme un bélier, jette Tunney à terre d'une droite suivie d'une fulgurante série de 7 coups au visage. Toujours impétueux, il refuse de gagner un coin neutre comme le veulent les nouvelles règles, obligeant l'arbitre à retarder son décompte de 5 secondes. Tunney, intelligent comme à l'accoutumée, en profite, écoutant calmement le décompte, ne se relevant qu'à l'ultime moment afin de mieux récupérer. Il gagne ainsi les 5 secondes qui feront peut-être la différence. Encore une fois, la clairvoyance l'a emporté sur la force brute. Tunney, relevé, se contente d'éviter la charge furieuse de Dempsey, se précipitant pour l'hallali. Et c'est Tunney qui, au round suivant, infligera son premier knockdown au grand Dempsey. Tunney, Dempsey, le strongman et le dandy lettré. Ce sont bien les deux faces d'une même Amérique triomphante et désormais sans complexe devant la vieille Europe. Tunney se retire invaincu en 1928. Lui aussi s'embarque pour le vieux monde, épouse à Rome une riche héritière de Greenwich avant de revenir aux États-Unis et d'y conforter sa fortune. Désormais, en cette fin des années 20 décapitée par la crise, ce ne seront plus les États-Unis qui iront vers l'Europe, mais l'Europe qui viendra à eux. I'm going to give you a big kiss for France. Say, Irene, come here. What? What about a kiss for America? Oh, sure, of course.
Jack Dempsey lui-même organise le match de la succession. L'Allemand Schmeling gagne la première manche, l'Américain Sharkey la revanche. L'Amérique récupère ainsi son titre en même temps qu'elle exporte sa crise vers l'Europe. Hast du dir gefallen, mein Junge? Ja. Und dir auch? Den Kindern hat's gefallen. Und mir hat's auch gefallen. Max Schmeling, transformé en Père Noël d'une république de Weimar agonisante, bientôt repart à la conquête du titre. Mais cette fois-ci sous d'autres auspices, entraîné malgré lui dans la tourmente de ces années 30, année idéologie par excellence. Toute sa vie, Max Schmeling est resté fidèle au futé Herr Jacobs, son manager juif qui a su habilement mener sa carrière. Schmeling n'a rien d'une chemise brune. Hi, bud. How long do you have to do this? About 2 or 3 hours. Strengthens my hands, you know, makes them strong. Just turning around like that, see? Boy, I'm tired, you know? Mais avant même d'avoir une nouvelle chance de disputer le titre, Schmeling doit d'abord affronter l'homme aux pâtés de sable, Max Baer. Les frères Baer traversent toute la décennie, surtout l'aîné Max, colosse et ineffable mariole des rings, pour le plus grand divertissement de ses sparring et des spectateurs qui suivent ses entraînements. Max Baer, pourtant, passera à côté d'une grande carrière. Enfant d'une famille judéo-germano-écossaise, Baer, qui combat toujours avec l'étoile de David cousue sur son short, n'est pas d'humeur à accepter les premières mesures antisémites érigées dès 1933 par le nouveau chancelier allemand. Et comme Schmeling est allemand, la Rossée, pas toujours très orthodoxe reçue par Schmeling, l'écarte provisoirement de la route du titre. Mais déjà un type nouveau est propulsé à la conquête du titre de Sharkey. Primo Carnera, l'homme de Mussolini, l'homme aux pieds longs comme des étuis de violon, comme l'appellent les journalistes. Conquérir l'Amérique pour la plus grande gloire du régime est une chose. Éviter les griffes de la pègre en la personne de Bill Duffy, homme de l'ombre et sinistre extorqueur de fonds, en est une autre. Say, how long have you been boxing, Primera? Oh, well, I should say 4.5 years now. 4.5 years? What did you do before you became a boxer? Oh, a little bit of everything. Carpenter, almost carpenter. You never thought when you were a carpenter that you'd ever ride on a boat like this, did you? Oh, what do you mean? I expected to go back on Sunday, anyway. You did, but you probably thought you'd be on one of these boats as a deckhand, didn't you? Oh, that's so. There it is, Jimmy. Let me see what you have to win the heavyweight championship of the world with. Open them up. Take them away. But boys, there's the handle, count the money. Carnera, la plus belle création faite avec rien, comme avait dit un jour son premier entraîneur, le français Léon C., bat pourtant Sharkey à la régulière. Maintenant, follement acclamé, il revient à Rome, offrir son titre au régime et à sa propagande. Le 22 octobre 1933, le Duce lui-même préside place de Sienne
la grande messe organisée autour de son combat titre en jeu contre le Basque Paolo Uzkudum. Certes, Carnera, monté sur le ring déguisé en chemise noire, gagne cette fois encore. Mais désormais pour lui, le grotesque de l'esthétique mussolinienne se superpose au pathétique forain. En Amérique, l'arpenteur des Alpes, comme on l'appelle aussi, manipulé par un entourage sans scrupules, devient presque une attraction de foire. Avec Carnera, la boxe s'est faite cirque. Ayant même du mal à sauter à la corde, il confirme une fois de plus l'éternelle image de l'italien Macaroni est ridicule. Celle-là même contre laquelle voulait lutter Mussolini, le peu clairvoyant dictateur italien qui, comble de dérision, admire l'Amérique. Et c'est encore une fois le clown Max Baer qui va être opposé à cet homme lige d'une dictature. My female intuition tells me I'm going to win, Jack. Well, that's All right, thank you. Thank you, Max. Le match qui oppose Baer à un Carnera gravement blessé à la cheville dès le début du combat et que l'on projette dans les salles de cinéma à vitesse accélérée est une triste pantalonnade digne des pires mascarades du régime italien et dont fera seul les frais comme toujours le boxeur, Primo Carnera, pauvre et brave type à la fois. Le titre conquis, Baer épouse une de ses assistantes sociales, comme il aime appeler la nuée de jolies filles qui toujours l'entourent. À peine un an plus tard, privilégiant toujours la bagatelle à l'entraînement, il est battu par une cendrillon du ring, Jimmy Braddock, que l'on donnait perdant à 10 contre 1. Mais qu'importe Braddock, déjà surgit une nouvelle étoile qui va éclipser toutes les autres. Who's that? Oh, Meyer, what's his name? Him? Joe Louis. Joe Louis. Après Braddock, Baer est jeté en pâture à Joe Louis. C'est déjà le milieu des années 30, celle du New Deal, celle des grands travaux de Roosevelt destinés à remettre les foules des chômeurs au travail, celle des grandes lois sociales et des syndicats qui essaient d'infiltrer la pègre de Chicago, Capone en tête. Mais elles sont aussi l'âge d'or de la boxe et de ses folies collectives, celle où chaque grand boxeur est le champion d'une grande famille. I'll tell you, I saw more than one Joe Louis in that ring. It looked like whole Harlem was there. In this little ray of sunshine, you know, he couldn't go through those clouds. Too many dark ones. La défaite de Max Baer, c'est aussi le cadeau de noces de Joe Louis à sa première femme, la jolie Marva Trotter. Doubly happy. Yeah, What makes you more happy, to be Baer or to be married to this charming lady? I think to be married. Was it a tough fight, Mr. Lewis? Yeah, it was a tough fight, but I think I had my toughest fight home every night. How about a nice big kiss and finish it? Yeah. That won't happen. À cette époque, Joe Louis n'est pas seulement le représentant de ses frères de couleur. Il est aussi celui de l'Amérique et des démocraties. Ces plutocraties, comme les appelle Hitler, qui entend bien faire du revenant Schmeling le digne représentant de la race aryenne, toutes catégories et idéologies confondues. May the best man win.
I seen Joe Louis last December to fight Paulino. I've seen the picture of the Louis and Max Baer fight. I think I have a great chance to beat him. Have you discovered any particular weakness in the Brown Bomber? Yes, I did, but I won't tell. You done any training for this fight, Max? Yes, I kept always in condition. Joe Louis, de son côté, sûr de son fait, n'accorde guère d'importance à son adversaire. La boxe était née avec le cinéma. Et ce qu'avait dit ce vieux renard de Schmeling qui, à l'instar d'un Tenay, avait étudié les combats filmés de son adversaire pour y trouver la faille, allait s'avérer vrai. J'avais noté qu'il était vulnérable au direct du droit, dirigé vers le haut, à gauche de la tête, expliquera-t-il plus tard. Für das Ansehen des deutschen Volkes in Amerika gekämpft haben. Schmeling, qui décidément a bien du mal à faire le salut hitlérien, n'est pas le nazi que les journalistes se plaisent à décrire. Pas plus que Carnera n'était authentiquement fasciste. Mais la boxe, avec son archaïsme, ses vertus cardinales, agrège toujours à son univers le climat du moment. Ainsi les nazis voient-ils dans la victoire de l'Allemand l'heureux présage de la fête païenne qu'ils appellent de tous leurs vœux, les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, où l'Allemagne va s'attribuer 33 médailles d'or contre 24 seulement aux Américains. Pour parachever le tout, sur ce théâtre d'ombre et de lumière que sont les rings, où se focalise l'attention de centaines de milliers de spectateurs, il ne reste plus à Schmeling qu'à gagner la revanche. Cette fois-ci, titre mondial en jeu, puisqu'entre-temps Joe Louis est devenu champion du monde en battant très facilement Braddock. Wearing black trunks, the famous Detroit Brown Bomber, world's heavyweight champion, Joe Louis.
Joey Louis, immense boxeur, regardait toujours ses adversaires comme un félin, bras nonchalamment dressés devant lui avant de se détendre brusquement et de casser son adversaire d'un coup de patte. Sa frappe était parmi les plus dures. À chaque fois, c'était la même chose, l'autre finissait par s'écrouler à ses pieds. Cette fois-ci, à cause du contexte, c'est pire encore pour un Schmeling terrorisé. Tandis que Joey Louis semble planer au-dessus du ring, Max Schmeling, en se relevant, s'envole vers un autre destin, celui vers lequel l'entraîne la logique infernale de l'Allemagne. Le départ de Schmeling, c'est aussi la fin d'une époque, celle des grands poids lourds européens. Joey Louis, le bombardier noir au sommet de sa gloire, continue de régner sur les rings d'Amérique où il défend son titre plus de 20 fois en moins de 4 ans, ce que personne ne fera plus jamais après lui. Mais déjà une autre voix que celle des arbitres égrénant le décompte de ces chaos se fait entendre. They are fighting in the front line of civilization at this moment, and they are holding that line. From America, they need tanks and guns and ammunition. From America, they will get tanks and guns and ammunition. From America, they need planes. They will get planes. Yes, from America, they need food. And from America, they will get food. Never in all our history of America faced a job so well worthwhile. Roosevelt engage l'Amérique d'abord sur la voie de l'aide à l'Europe, ensuite sur celle de la guerre. Et comme toujours lorsqu'il s'engage, les États-Unis ne négligent aucun détail. This is an official message from the War Department to all you men and women who turn out equipment for our Army and Navy. I want you to meet one of the greatest fighters of all time, Sergeant Joe Louis, a heavyweight champion of the world. Sergeant Louis. I wish I could talk to all you folks who wake. All right, cut it. All right, action, Joe. I wish I could talk face to face to all you folks who wait for the warrior. I've got an interesting job in this Army. I go around to Army camps and give boxing exhibitions. Then I talk to our soldiers about training. I try to tell them all about building up big muscles. I've gone into some hard fights, but these soldiers are going in. Just cut again. Cut it. Tous les grands boxeurs participent à l'union sacrée, chacun à sa manière et avec son tempérament. Joey Louis, timide et mal à l'aise, mais toujours généreux, verse la totalité des gains de ses 2 derniers championnats à l'US Army. Max Baer, égal à lui-même, continue ses pitreries tout en signant sa lettre d'engagement. Tunney part pour le Pacifique, tandis que Dempsey, presque quinquagénaire, continue à se montrer particulièrement à l'aise devant les caméras. C'est vrai qu'il en a l'habitude et qu'il a aussi une guerre à rattraper. En France, la réalité est plus triste. En 1944, on s'apprête à fêter au Palais des Sports les 50 ans du grand Carpentier, authentique héros de la Grande Guerre, sous la houlette des turiféraires de Vichy. Une sciatique, peut-être psychosomatique, l'empêche de s'exhiber, mais pas de recevoir. C'est le grand champion Max Schmeling qui est accueilli par une immense ovation sportive à la française. Une minute avant, la souscription populaire de la France socialiste avait valu à Carpentier chronomètre et bracelet d'or. Enfin, suprême consécration, le colonel Pasco, commissaire général au sport. Comme il semble loin le temps où le Français Carpentier et l'Américain Dempsey s'affrontaient à la loyale sur le ring de Jersey City.
Maintenant, ce sont des civils français qui, hors du ring et sous l'œil complaisant de la Wehrmacht, se font les poings sur les prisonniers alliés du débarquement qu'ils accusent d'avoir trop bombardé. Heureusement, la victoire se rapproche. If you want to know, take a look at Brown Bomber Joe. That's what the well-dressed man in Harlem will wear. One man, shade of green, all out dressed on. That's what the well-dressed green man in green Harlem will wear. That's really on the mix up, with the tin hat for old people. That's what the well-dressed new man in new Harlem will wear. Mais derrière les strass et les paillettes de la victoire, la guerre a sans doute volé à Joe Louis ses plus belles années. Et c'est un bombardier noir, toujours champion du monde, mais déjà sur le déclin, qui affronte Jazzy Joe Walcott, le chorégraphe des rings, ce 25 juin 1948 au milieu des années macartistes. Nouvelle donne, nouveau visage. Il y a Bob Hope, éternel divertisseur d'après-guerre. Hoover, tout-puissant chef du FBI. Adolphe Manjou, vieil acteur de Chaplin et témoin à charge dans les procès en sorcellerie de l'époque. Au 11e round, Walcott, qui mène au point, continue pourtant de confondre ring et piste de danse. Mais le grand Joe possède encore de beaux restes. I've been champion of the world for 11 years and 3 days. I've defended my championship 25 times. I think I've been told to retire now. What are you going to do in the future, Joe? Well, what I'm doing in the future now, relax and play a lot of golf. Le gentil Joe Louis ne profitera pas longtemps de sa retraite. Floué par de nombreux aigrefins, harcelé par un fisc qui semble avoir oublié la générosité du champion pendant la guerre, Joe Louis tente 2 comebacks. Le dernier contre la nouvelle étoile montante des rings, un certain Rocky Marciano. You have behind you a great record as a great fighter. You've always been clean, you've always been a man who gave mighty well of yourself in the ring. Rocky, you've done a good job. You're on the way up. I want good sportsmanship, good fighting there tonight. And I'm positive I can depend on both of you for it. Best of luck to both of you. Hello, boxing fans, wherever you may be, but especially to those in New England. I'm in good shape for this fight, and I hope I come through all right. Hold it there, Rocky. Don't go. Le chaos dramatique de Joe Louis marque bien la fin d'une génération. Celle de ces champions des années 40 dont la guerre a amputé la carrière. À la même époque, le nouveau champion du monde, Ezzard Charles, dit le Cobra de Cincinnati, et Joe Walcott se disputent le titre 4 fois. Walcott l'emporte la 3e fois, devenant ainsi à 37 ans le plus vieux champion du monde des lourds. La voie royale s'ouvre pour Rocky Marciano.
Marciano, ce n'est d'abord que 85 kilos pour une taille de 1,80 m seulement. Mais c'est ensuite des bras de forgeron et des poings comme des enclumes, dû à l'entraînement forcené que s'impose sa carrière durant l'ex-petit terrassier du Massachusetts, afin de compenser son handicap physique de départ. Comme disait son entraîneur Charlie Goldman, quand Marciano place son célèbre Suzy Q, court crochet du gauche suivi d'un direct du droit, les dégâts peuvent être mesurés sur l'échelle de Richter. Pour Rocky Marciano, fils de Rocco Marchegiano et de sa plantureuse épouse, la boxe n'est jamais qu'un moyen, celui d'atteindre cet American Way of Life auquel aspire tout le monde occidental en ce début des années 50, et derrière lequel son enfance durant, il a vu s'essouffler ses parents, pauvres émigrants italiens de Brockton. Toute sa vie, Marciano est resté fidèle à son désir d'enfance et à ce rêve en train de devenir réalité. C'est pour cela que ce gentil gars au bras de Popeye, surnommé le démolisseur de Brockton, se lance comme un taureau à l'assaut de ses adversaires. Et c'est tout cela aussi qui le rend si cher au cœur des Américains, qui accourent à tous ses matchs, assistent à son éternel travail de sape et le regardent ahané comme un bûcheron sur la cognée, sans jamais s'interrompre, démolissant un à un tous ses adversaires, à commencer par Edsa Charles, ex-champion du monde, le seul qui tint 15 rounds devant lui, mais qui en sort laminé comme s'il était passé sous un tracteur. Where's the even numbers? Made a mistake here. What is that? What are you, crazy? No, wait, no! Hey! Jerry Lewis, Dean Martin, enfant propre d'une époque où la violence n'est pas encore complètement mortifère. Entre la prodigalité d'un Joe Louis et la brillance de Tony Dempsey, Marciano a tout simplement choisi le bonheur. Marciano, la face positive des premières bandes de jeunes. Marciano, l'idole des enfants du baby-boom. Marciano, personnage exemplaire
de ces années optimistes par excellence. Bref, Marciano, un énième rêve américain. Oh baby, please take me. Gentlemen, I would like to announce my retirement from boxing at this time. I did never really get hurt in the ring, and I feel perfect physically, and probably still had 2 or 3 good fights left. I like to profit by others' mistakes, and if Joe Louis couldn't make a successful comeback, I will not try it. Rocky, who do you think is the best contender in the ring right today for heavyweight honors? Well, I say that Archie Moore has a good chance, along with Floyd Patterson. Comme elle est douce, cette fin des années 50, avec ses belles américaines, ses femmes permanentées. Certes, depuis la retraite de Marciano, le taureau, et l'avènement du jeune Floyd Patterson, les Blancs n'ont plus de grands poids lourds. Mais qu'importe, puisque le nouveau champion du monde a tous les attributs de cette Amérique blanche et bien pensante. Bref, tout va encore pour le mieux dans le meilleur des mondes. En ce bel été 60, dans un ciel américain sans nuages, c'est un certain Cassius Marcellus Clay qui regagne son Kentucky natal, auréolé de la médaille d'or qu'il vient de gagner aux Olympiades de Rome, comme l'avait fait Floyd Patterson à Helsinki 8 ans plus tôt. Joyeux et juvénile, Clay n'a que 18 ans lorsqu'il signe avec un groupe d'organisateurs locaux son premier contrat professionnel, lui garantissant $10 000 cash, plus un salaire de $4 000 par an, ainsi que 50% sur les recettes. Son premier adversaire est un ex-flic à la peau dure, Tony Hunsaker. Cassius, how do you feel today? Pretty good. How you doing? I hear you met Don Juan today. How was he? Yeah. He wasn't too friendly. What do you have to say? He didn't even shake my hand. What are you going to do about that? Now you must fall. Whoever stands in my path at that time, either Enlisted or Patterson, one of them will fall. Certes, le jeune Cassius paraît un peu présomptueux. Mais pour l'instant, celui qui intéresse les spectateurs, c'est Patterson, enfant chéri du public, toute race confondue. Il est opposé titre en jeu à Sonny Liston, que l'on fait passer pour une brute épaisse, doublée d'un voyou, sous prétexte qu'il a appris la boxe au pénitencier de Jefferson City, Missouri. Certes, on espère la victoire du sympathique Patterson, mais au fond, peu importe, qui gagnera du gentil black ou du méchant nègre, du moment que les Noirs restent cantonnés dans leur sempiternel rôle de braves types ou de voyous, et qu'ainsi Guignol continue. Sonny Liston n'a fait qu'une bouchée de Patterson. Tandis qu'à Londres, Clay bat l'idole de toute l'Angleterre, Henry Cooper, par arrêt de l'arbitre. Il décrit son match de façon démente, faisant monter les enchères de sa prochaine rencontre avec Liston dans une sorte de joute publicitaire délirante. I walked into London, England, I jumped out the airplane. Picture, cameramen, everywhere I go, you can look in the gym today, the TV, the cameramen, everybody follows me, I'm so great. And 55,000 people came that night. You should have seen the people. 1 layer, 2 layers, 10,000 on each layer, 15, 20 on some. 4 layers on the 5th layer. People were looking down on the ring. Clay comes out to meet Liston, and Liston starts to retreat. If Liston goes back an inch farther, he'll end up in the ringside seat. Clay swings with his left. Clay swings with his right. Look at young Cassius carry the fight. Liston keeps backing, but there's not enough room. It's a matter of time. Clay lowers the boom. Now Liston disappears from view. The crowd is getting frantic, but our radar stations have picked him up. He is somewhere over the Atlantic. Liston is still rising, and the ref wears a frown, for he can't start counting till Sonny comes down. Who would have thought when they came to the fight that they had witnessed the launching of a human satellite?
break up two. Stones will fall in five. Sonny, come over and make that offer. Come over and make that offer. And you be there to see it, you hear? Man, I don't get hit. I'm the fastest thing on 2 feet, man. You crazy? Le matin du combat, devant des journalistes venus de 17 pays différents, le western continue, chacun dégainant à sa façon. Clay prédit sa victoire en 8 rounds. Pour Liston, 2 reprises suffisent. Même si ce 25 février 64, le fameux cri de guerre de Cassius Clay, vole comme un papillon et pique comme une abeille, n'est qu'à moitié vrai, le jeune challenger donne néanmoins ce jour-là une merveilleuse leçon de boxe au monde entier. Clay aiguillonne son adversaire plus qu'il ne danse, mais l'abeille avec ses jabs et ses séries des 2 mains pique à chaque fois, comme en témoigne le visage meurtri d'un Liston aux semelles de plomb, lesté par les 10 années de différence avec son jeune adversaire. À la 7e reprise, Sonny Liston ne se lève pas, anticipant d'1 round la prédiction de Clay, qui a été donnée à 7 contre 1 par les bookmakers. Liston devait lui clouer le bec, c'est pour cela que la grande gueule de Louisville l'exhibe maintenant grand ouvert. Mais lui seul sait que derrière ces cris, il y a déjà le désir d'attirer l'attention sur autre chose que lui-même. But I don't think so. All right, tell us this. All right, Cash. Thank you. Thank you. Cash is Clay, the heavyweight champion. Let's get our champion, Joe Louis, over here. You have to read the history of slavery to understand there were 2 kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" He was as sick as the master. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. Clay, converti à l'islam, s'est rapproché de Malcolm X. Cet ancien souteneur, autodidacte qui s'est construit en prison à travers la lecture et l'étude, est devenu le principal inspirateur et dirigeant du mouvement activiste noir des Black Muslims, dont certains membres préconisent le retour sur la terre ancestrale d'Afrique. 1964 est donc une année importante pour Cassius Clay, qui voyage en Afrique
et épouse Sonji Roy selon le rite musulman. Le 21 février 1965, Malcolm X est assassiné en plein Harlem. Clay a abandonné ce qu'il appelle son nom d'esclave pour devenir Mohamed Ali. Et c'est une sorte de cavalier rouge de l'apocalypse noire que le public blanc de Lewiston conspue ce 25 mai 1965 lorsqu'il se présente sur le ring pour son match revanche contre Liston. The heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Referee is former heavyweight champion, Jersey Joe Walcott. I'm not going to go with a lot of preliminaries. I know you both know the rules of Maine, so I'm in here to enforce them. So I'll say to you, keep your punches up, protect yourself at all times. Good luck. Shake hands, come out fighting. The champion says a prayer in his corner. Clay takes the lead at the start. As he did the night he won the title, Clay uses the ring, makes Liston look slow. Personne ne peut dire si ce jour-là, Sonny Liston, déjà marqué au visage après quelques minutes de combat, s'est couché par complaisance avant même la fin du premier round. Par contre, les 34 morts et 800 blessés des émeutes noires de Los Angeles, 2 mois plus tard, sont bien réels. Et aussi depuis le début de la décennie, cette guerre qui ensanglante le Vietnam, où les forces américaines s'élèvent maintenant à 125 000 hommes. We believe in obeying the laws of the land. We are taught to obey the laws of the land as long as it don't conflict with our religious beliefs. Whatever the punishment, whatever the persecution is for standing up for my religious beliefs, even if it means facing machine gun fire that day, I will face it before denouncing Elijah Muhammad and the religion of Islam. I'm ready to die. En refusant son incorporation et en affirmant qu'il ne voit pas pourquoi lui, un noir, irait tuer des jaunes pour le plus grand profit des blancs, Clay scandalise l'Amérique. Il est condamné à 5 ans de prison avec possibilité de faire appel, 10 000 $ d'amende et déchu de son titre. À Mexico, Carlos et Smith ont brandi leurs poings gantés de noir sur le podium olympique, tandis qu'un certain George Foreman, médaille d'or des poids lourds, brandit, lui, le drapeau étoilé des États-Unis, montrant une fois de plus que la fable de Malcolm X sur les Noirs domestiques et les Noirs des champs est toujours d'actualité. En quelques mois, Ali réussit là où beaucoup d'intellectuels de gauche bien pensants ont échoué. Jeter un pont entre la jeunesse contestataire blanche qui refuse la guerre du Vietnam et la population noire dans sa lutte antiraciste. All the good cowboys ride the white horses. The White House.
angel food cake is the white cake, but the devil food cake is the chocolate cake. Now, I'm sure if there's a heaven in the sky and the color folks die and go to heaven, where are the colored angels? They must be in the kitchen preparing the milk and honey. Oh, that's fine. What's that? Embalming fluid. Why wait? En cette fin des années 60 et à l'aube des années musique, la vague contestataire reflue. Ils sont tous là, les grands champions blancs américains de ce siècle. Rocky Marciano, Dempsey, Tunney, certes un peu bedonnants, mais toujours fringants pour l'inauguration du nouveau Madison Square, temple de la boxe new-yorkaise, revisité ce jour-là par un Johann Strauss de pacotille. Tandis qu'un peu plus loin et plus étouffé, une autre voix se fait entendre, celle d'un homme privé de job et qui chante dans un petit théâtre de Broadway afin de payer ses avocats et entretenir sa famille. In a sky so light, it seems Snow White on one bright morning soon. Dancing in the sky, you're gonna spy up high a black balloon. All alone above, a sign of love, release so-called coons, and we'll fill the street with dancing feet beneath big black balloons. Lorsque le 28 juin 71, 8 des 9 juges de la Cour suprême des États-Unis donnent raison à Mohamed Ali, c'est comme s'ils avaient tourné la page d'une époque révolue. Rocky Marciano s'était tué dans un accident d'avion et l'on venait de retrouver le cadavre du trop méconnu Sonny Liston, gisant depuis une semaine dans son appartement, emportant avec lui le secret de sa mort solitaire. Après seulement 2 combats de rentrée, Ali est opposé à l'homme qui lui a succédé sans même le battre, Joe Frazier, celui qu'on appelle aussi le Rocky Marciano noir. Ali danse maintenant au rythme d'une musique pop qui va marquer la nouvelle décennie. Il s'agit pour lui de retrouver un deuxième souffle. Nowhere in the world from man that don't have no footwork to catch me. Even a welterweight. Keep the camera moving because I'm kind of fast. Keep the camera moving. This is Joe Frazier fighting me. Punches around. See? This is Joe Frazier. He's trying to block. He's catching him. See? And a real boxer, this is nothing but a target for a man who can stay on his toes, who can stick him. Stay off range when he don't want to punch. When he's ready to punch, move in. Stick. That's what you do a man like Joe Frazier. Back off of him. Keep boxing. Ce 8 mars 1971 à New York, c'est la première fois que 2 poids lourds, champions du monde et invaincus, s'affrontent sur le ring. Mais pour Ali, entre la théorie et la pratique, il y a ces 3 années et demie de retraite forcée et une prime jeunesse difficile à retrouver au fur et à mesure que s'écoulent les rounds de ce premier combat à $1 milliard. Ali tells Frazier that didn't hurt. I really think the guy's kind of sick in the head, really. Because some part of the fight he rapped off and said, "Don't you know I'm God?" So he keeps saying this, you know what I mean? Every time you throw a punch, you know, "Don't you know I'm God?" And I got onto some of them points and I said, "Well, God, you're going to get whipped tonight." Both men ripping, tearing, bombing punches at each other. This is what the crowd came to see. Ali tells Joe, "Come on back." And come back he does.
Ali almost goes down. Ali in desperate trouble. Ali holding on. Frazier trying to end it here in round 11. Muhammad Ali, rubbery leg, obviously in desperate trouble here in the 11th round, and there's the bell. An explosive left to the jaw, and Muhammad Ali goes down. Let's watch this perfectly timed left to the jaw. En réalité, les deux boxeurs quittent le ring pour l'hôpital. Mais c'est au Tooth Shore, quelques jours plus tard en compagnie de ses invités, parmi lesquels l'éternel Jack Dempsey, que Frazier fête sa victoire. Entouré de Duke Ellington et Count Basie, ces grands musiciens noirs, ancêtres de cette musique qu'il apprécie au point d'avoir créé un orchestre avec lequel il entend bien faire une seconde carrière, les Knockouts. Last night he said that he didn't think you wanted to fight him again, do you? Oh, how wrong he is, boy. You know, like right now, I don't have to, after a week or two go by, it'll all come back to me, but right now I want to rest and go home and relieve myself of this swollen jaw. I'm gonna retire till he comes back. I'm gonna sing rock and roll till, let's say Muhammad Ali, what y'all call him, I call him Cassius Clay, get ready to come back. I'll retire and spend time with my band until he get ready to come back. Pourtant, Frazier n'attend pas cette revanche contre Ali, qui s'annonce somptueuse et qui doit rapporter une fortune. Il accepte de rencontrer d'abord Foreman pour un match qu'il considère comme un simple exercice de gamme. En fait d'échauffement, c'est le boxeur rock'n'roll qui sert de punching ball à un Foreman qui le démolit avec la régularité d'un métronome. Quelques mois plus tard, Ali est désigné comme challenger de l'imposant Foreman, qui paraît imbattable après avoir crucifié Frazier dans les airs. I never worry about hitting power. So a man like George that comes out with those big... That's why he throw him, he draws them back. Hey, watch out, here come the left. Here come the right. Get ready, here come another left. That's what I hear when he's throwing them. So when a man, so I don't believe that I'm going to be knocked out and punched around. Experience. C'était un signe. Clay s'était adressé à la presse sur fond d'objets d'art africain. Et maintenant, 62 000 spectateurs exultent au stade du 20 mai à Kinshasa, ce 30 octobre 1974, lorsqu'Ali apparaît dans l'arène. Personne ne sait vraiment comment il a réussi à attirer Foreman et son entourage sur cette pauvre et ancestrale terre d'Afrique, fidèle en cela au message de ses frères Black Muslims. Nul ne sait non plus si Ali et les siens sont pour quelque chose dans l'heure tardive du match. Toujours est-il qu'ils mènent la danse tandis que Foreman s'énerve. Avant de regagner les vestiaires, Ali monte sur le ring afin de mieux le jauger. On dit même qu'il a fait détendre les cordes et qu'il a regardé longtemps les étoiles. Mais on dit tant de choses dans cette magnifique nuit zaïroise. I see it in the eyes. I see fear in the eyes of all of his followers. I see fear. This was the fight that Muhammad Ali was supposed to be ended. The myth of Muhammad was supposed to fall. This was supposed to be my destruction. This was supposed to be my destruction.
round one. Ali bouncing around, shifting left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. A light right hand taken on the forehead by George Foreman, the champion. Foreman moving slow, trying to stalk his man. Ali looks like he's ready to go here. He's not staying away. He's going after his man. Foreman comes in. Foreman a bit cautious in the first round, looking to drop that left hook. Work to the body of Muhammad Ali. That's Ali on your right. Foreman on the left. A wild left hand thrown by George Foreman, taken on the side of the head of Ali. The pace is tremendous in round one. George Foreman with his face for you. Ali to the left. Ali tries to tie him up. He's leaning on Foreman. Foreman with a vicious uppercut misses. Ticketed to the head of Ali. Ali stands back, ties his man up, leans on the rope. One dead. Two wild right hands taken on the side of the head of Muhammad Ali. Ali continues to try to tie his man up. Zach Clayton separates him. Wild left hand, vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali is taking some punishment now. About 25 seconds left in the round. Ali fakes left, throws the straight right hand. That right hand lead has George Foreman slightly confused, but a straight left jab thrown by Foreman has Ali in the corner. Ali dances back, hangs on. What a tremendous pace in round number one. Vicious right thrown to the body of Ali. Wild right misses the head of Ali. The left taken on the glove of Ali, the right glove. Foreman pouring. Ali, this is a cruising round for him. Foreman wailing away, and Ali says to take the best punch. Ali's throwing the gun. Backs up Foreman. Backs him up in his back. Foreman tries to look. Ali's thrown to the right. Foreman comes back to the left. Foreman hit again. Ali working to the head of George Foreman. Ali scores again with a light left hand. That time a straight left bounces the head back of Foreman. A quick short jab with the right hand bounces the head around of Foreman. Foreman looking to deliver the real heavy blows. Now he's bouncing better. Almost falls out of the ring. Muhammad Ali is bouncing around pretty good for the 24-year-old Foreman, hanging pretty tough in there. Again, I caution you to look for the one punch that George Foreman can deliver at any time. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. It's a combination. Le piège s'était refermé sur son adversaire et au 8e round, les bras de l'immense Foreman s'étaient agités comme ceux d'une pieuvre sortie de l'eau avant de s'écrouler pour le compte. Floué par un adversaire qui a deviné son manque de résistance et qui, loin de s'engluer dans les cordes, s'y était levé afin de ne même pas avoir à faire l'effort de se tenir debout. Une nouvelle fois, comme avec Tenay 50 ans auparavant, l'intelligence l'a emporté sur le manque de clairvoyance. You can't say my legs are gone. You can't say I was tired, because what happened? I didn't dance from the second round on. I stayed on the ropes. When I stay on the ropes, you think I'm doing bad. But I want all boxers to put this in the page of boxing. Staying on the ropes is a beautiful thing with a heavyweight when you make him shoot his best shots and you know he's not hitting you. I would have gave George Foreman 2 rounds of steady punching, because after that he's swinging like a sissy. He was mine. I told you, I'm the real champion. I told you, I'm the champion of the world. All of you bow. All of my critics crawl. All of you suckers who write the Ring magazine, Boxing Illustrated, all of you suckers bow, because the stage was set. You made him great. You made him a bad Joe Louis. You made him a hard puncher. But I want everybody from this moment on to recognize me as the scholar of boxing. Assalamu alaikum to all the Muslims. Thanks to Almighty God Allah. I want all of you fans out there who believe in me, read the Muhammad Speaks newspapers, go to your local Muslim temple and learn more about the life-giving power from Allah through Elijah Muhammad that I've got. You saw all the white people, the critics, the world had me ranked to go down. This was that man, and Allah, God was with me, and this man looked like nothing.
Quelques mois après Kinshasa, Clay rencontre une nouvelle fois, titre en jeu, son vieux compagnon Joe Frazier, lors d'un troisième affrontement où l'après-match est plus dramatique que la rencontre elle-même. Frazier, exténué, ne peut répondre à l'appel du 12e round. Ali, exsangue, lève difficilement un bras victorieux avant de s'écrouler sur le ring. Ce jour-là, il achève ses récitals et commence peut-être la longue série de ses combats en trop. Fin des années musique. I was so tired, so exhausted, so weak, I barely could walk out of the ring. And they had to carry me out, and I was so down. So I said that this is next to death. The only thing that could have been worse was dying. Look, just relax, Michael, relax, just relax. Just relax. Relax. Yeah, but just relax. Just relax. When we first started. Yeah, well, just relax. I came a long way, remember? Yeah. I'm Mike Tyson. Everybody likes me. Yeah, everyone likes you now. Myself. That's right, you have reason to be proud. Let's go get ready for a fight. Come on. Tous les grands champions de boxe américains d'après-guerre ont été médaillés d'or olympique. Patterson, Clay, Frazier, Foreman. Et maintenant, c'est un jeune noir défavorisé de Brooklyn qui espère bien faire de même. Sorti de maison de redressement à 14 ans, Mike Tyson est recueilli par le grand manager Cus D'Amato, l'homme qui avait fait Patterson et qui compte bien aujourd'hui aussi réussir avec Mike. Pourtant, il n'est même pas sélectionné aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. You gotta score points when you get inside. So score points like you're doing the amateur. And spring to the side. Move your head, move your head. Move your head. See that? Tell me something, girl. Fine. Le 7 novembre 85, D'Amato meurt. Il ne reste plus à Tyson qu'à demeurer fidèle à celui qui était quasiment devenu un père adoptif et qui lui avait tout appris de la boxe. Le 22 novembre 86, Tyson va rencontrer Trevor Berbick pour le titre WBC. Depuis déjà quelques années et en plein réganisme triomphant, ce n'est plus dans les grandes métropoles ou villes moyennes de l'Amérique profonde que se déroulent les championnats du monde, mais à Atlantic City ou à Las Vegas, autre ville de jeu. Any question from the challenger, chief second? Any question from the champion or chief second? All right, let's get it on. Come on.
Mr. Tyson. Lovely. That's right. Just on this side. And just right here, thanks, Mike. And just here. À Londres, quelques semaines plus tard, Tyson, venu pour la promotion de son futur match contre Bruno, exhibe maladroitement canne et chapeau melon, ces symboles dérisoires d'une city en folie où la bourse fait du yo-yo. Tyson vaut déjà 20 millions de dollars. I'm 21 now and I still feel like I'm 15. I had love from Carson and Camille and I was just happy, you know what I mean? I never thought about making a lot of money, having money and everything. I was just happy. Just plain old fun made me happy. I didn't have as many responsibilities as now. Si Tyson vaut 20 millions de dollars, c'est qu'ils sont aussi la poudre. Comme elles paraissent loin ces années où les photos des boxeurs ne ressemblaient pas encore à des photos d'identité judiciaire. I'm going down in history, not Mike Tyson. He go down in history as a SOB. If he do happen to win the fight, down the line, he's going to destroy himself. But sometimes a great old fighter who appears to be shot can pull together one big effort. Look at Larry Holmes. Look at the jab. Right here. Look at the jab. It's starting to stick out and snap. Au début du combat, Holmes, qui avait précédemment battu un Ali vieillissant, semble avoir retenu la leçon du grand maître en dansant autour de l'enclume. Mais Tyson tient trop à lui faire avaler ses propos d'avant-match. Les mains des arbitres et des officiels qui se pressent autour de Holmes sont désormais gantées de blanc, sida oblige. C'est aussi l'époque des Dallas et autres feuilletons planétaires dans lesquels joue la petite Robin Givens que Tyson épouse. King Kong a trouvé sa fiancée. I could tell you that a person very close to us, he offered him money, $50,000, to help us get a divorce. He said he'd stop at nothing less than our getting a divorce. This is like something out of Dynasty. Avec elle, Tyson change d'entourage, quitte son entraîneur blanc, Kevin Rooney, happé par une nouvelle course, celle de Don King, organisateur roi d'une boxe où le pognon partout amassé se doit de n'être partagé qu'entre noirs. Power, power, power. Now, you are playing with power. Punch-Out! Mike Tyson's Punch-Out from Nintendo. Now you're playing with power. Now we'll see who's the champion. And who's the chump.
Lorsque Tyson réunifie le titre des lourds, toutes fédérations confondues, en battant Michael Spinks, lui-même commence à s'enferrer. Agression, bagarre, accident ou suicide, divorce. En 1956, Sonny Liston était venu à la boxe à travers la prison. Maintenant, c'est la boxe qui conduit les Tyson et autres Berbick vers les cours de justice. Autre temps, autre climat. Toujours la boxe épouse son époque, comme le vent les formes de la plaine. Le 25 février 1989, malgré une vie complètement éclatée, Tyson bat encore Frank Bruno à Las Vegas. La boxe avec sa dureté est souvent le sport des affamés pour le plus grand plaisir de ceux qui ont moins faim. À l'orée des années 90, c'est dans un Japon policé et en pleine expansion économique que Tyson, symbole de l'Amérique, défend son titre contre un certain James Buster Douglas. As suddenly as that. Can he beat the count? He got a little overconfident. Got a little loosey-goosey. Douglas coming back with a left and right. Tyson is wobbling. Tyson needs the ropes for support. Douglas wailing away. Without the ropes, Mike would have gone down. A desperate one-eyed fighter. Rolling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. Down goes Tyson. It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Le 10 février 1992, Tyson est condamné pour viol à 6 années de prison. Tyson devrait sortir en mai 1995, mais les années 90 seront-elles encore siennes? Clay le Magnifique n'a jamais perdu son idéal, même si aujourd'hui il n'est plus que l'ombre de son ombre. Marciano, mort à 46 ans, n'a pas pu profiter d'un bonheur patiemment érigé à coups de poing, comme si la boxe et sa violence rattrapaient toujours ceux qui veulent lui échapper. Joe Louis a fini sa vie comme portier à Las Vegas, souhaitant la bienvenue aux joueurs courant après une fortune que lui-même avait dilapidée. Max Baer, l'insouciant, fut victime d'un infarctus dans un hôtel d'Hollywood. Au garçon lui demandant s'il désirait le médecin de l'établissement, il a répondu « Non merci, je préférerais celui des clients ». Carnera, auquel les hommes et l'Amérique ont tout pris, sauf l'alcool et sa cirrhose, a eu pour toute consolation celle de s'éteindre dans sa belle Vénétie natale. Devenu prospère et président de Coca-Cola Allemagne, Schmeling ne regrette rien, estimant à juste titre avoir eu une vie magnifique. Tenay, Dempsey, après avoir si bien réussi chacun à sa façon, ne sont plus aujourd'hui. Mais ils représentent toujours ces deux faces d'une Amérique heureuse et sans complexe, dont les rois du ring, chacun à leur manière, ont contribué à éclairer un peu l'histoire.